Bonjour à tous, mon nom est Clément Gignac, économiste en chef IA Groupe Financier, et bienvenue à cette huitième et déjà dernière édition de nos rendez-vous d'automne IEGP. Quand hier, il faisait 15 degrés ici où je suis, j'ai dit, ben écoute, on est encore à l'automne, là, même si on est début décembre. Écoutez, aujourd'hui, ben, on s'est gardé comme dessert mon partenaire, Sébastien McMahon. Pourquoi? Parce qu'on va vous parler d'asset mix, de stratégie pour 2021, où qu'on peut faire de l'argent ou investir. Puis également, le point sur les solutions gérées. C'est pas loin de 8 milliards de dollars, les différentes solutions gérées dans lesquelles est impliqué Sébastien. Donc, on va faire le point là-dessus. Écoutez, d'habitude, je passe de présentation, mais je vais le faire en bonne et due forme, comme j'ai fait pour les autres collègues qui ont venu ici à cet exercice, à ce webinaire. Donc, Sébastien a 15 ans d'expérience. Il a commencé au ministère des Finances. Par la suite, il a été chez Desjardins, travaillé ici à l'Autorité des marchés financiers et s'est joint à IA en janvier 2013. Donc, c'était mon premier adjoint, premier associé, partenaire qui s'est joint avec nous. Ça, le temps passe vite déjà, 7 ans, Sébastien. Donc, merci d'être avec nous. Et Sébastien, non seulement est économiste senior, mais également rendu maintenant gestionnaire principal au niveau des fonds Focus, des fonds sélection qui ont une grande popularité également. Donc, c'est pas, comme j'ai dit un peu plus tôt, puis il est également co-gestionnaire avec moi sur les fonds diversifiés. Donc, au total, là, si on ramasse tout, on va en parler un peu plus tard, c'est au-dessus de 8 milliards. Donc, pas juste économiste, mais gestionnaire. Puis d'ailleurs, c'est pour cette raison aujourd'hui que c'est plutôt comme gestionnaire aussi, stratège, mais aussi gestionnaire qui est avec nous. Donc, bienvenue, Sébastien. Merci pour la présentation. Ça fait presque 8 ans maintenant qu'on travaille ensemble. C'est depuis Déjà, en janvier, ça va faire 8 ans. Le temps passe c'est vite ça. quand on s'amuse, mais on Ça a fait passé 8 ans. des belles années déjà. Tu Oui, connais la formule, à l'occasion, je vais t'interrompre. Donc, je te laisse aller. Tu vas nous parler un peu, peut-être, de la vision rapidement sur la toile de fond économique, parce que, mais étant qu'on fait des capsules ensemble, on ne passera pas trop de temps sur l'économie, là, à moins qu'il y ait des questions là-dessus. On va aller rapidement sur la stratégie d'allocation d'actifs, puis les fonds diversifiés. Donc, je te cède la parole. tout à fait, merci. Puis comme vous dites, on passe tellement de temps à faire des capsules puis à enregistrer des webinaires que je me suis dit, on va passer rapidement juste la trame de fond. Parce que si vous regardez, je vais commencer par l'économie, après ça, on va regarder où investir en 2021, puis on va attacher tout ça après ça avec les solutions gérées, là, les différenciés, puis les performances qu'on a connues. L'économie, regardez, on est dans une période de pandémie, c'est beaucoup d'incertitudes, puis vous pouvez regarder autour de vous puis dire, il y a des commerces locaux que je supporte habituellement qui ont de la difficulté, ça peut vous rendre incertain pour 2021. Juste vous ramener l'importance d'avoir, excusez l'anglicisme, là, mais le big picture pour l'année prochaine. L'année 2021, au point de vue économique, devrait être très bonne. Les marchés ont été enthousiastes depuis quelques mois, mais quand même, tout pointe vers encore des rendements en 2021. Donc, ce n'est pas un temps pour dire je me désinvestis, c'est un moment pour rester investi. L'OCDE, qui est un des organismes avec le FMI, là, qui est plus reconnu pour les prévisions économiques mondiales, a mis ses prévisions à jour pas plus tard qu'hier. Donc, c'est un graphique qui est tout à fait à jour. Avec la flèche rouge que j'ai mis, là, nous sommes ici. Ça, c'est le PIB mondial que vous voyez là. Comme vous voyez, la ligne grise en haut, c'était ce qui était attendu en novembre avant qu'on entende même parler de la COVID. On a eu une récession, la ligne rose s'est écrasée, on a rebondi. Puis là, quand on regarde devant, bien, si vous regardez, même le scénario le plus pessimiste de l'OCDE, c'est pas mal allé de côté pendant un bout de temps. Puis après ça, en 2021, un peu plus tard, bien là, on recommence à avoir de la croissance. Les prévisions de croissance pour du PIB, j'ai mis Canada, États-Unis ici. Là, 2021, regardez 3,5 et 3,2. 2022, 2 au Canada, 3,5 aux États-Unis. 2020, donc ça a été négatif, mais on s'en va vers de la croissance. Puis c'est simple, hein, vous ne pouvez pas imaginer un stimuli plus fort qu'un vaccin ou une campagne de vaccination après une période de pandémie. Ça se peut pas. Là, on a Moderna, on a Pfizer qui s'en viennent. C'est pas plus tard que ce matin en Angleterre, on a approuvé le vaccin de Pfizer. Puis dans les prochains jours, on commence à vacciner en Angleterre. Du côté des États-Unis, on est dans le processus là, de fast track là, pour l'analyser. On parle que peut-être aux alentours du 12 au 18 décembre, c'est dans ces
ces eaux-là qu'on pourrait commencer à vacciner. Au Canada, le gouvernement Trudeau dit qu'à peu près 3 millions de Canadiens vont pouvoir se faire vacciner entre janvier puis mars. Et puis, probablement 70% des Canadiens vont être vaccinés avant la fin du mois de septembre. C'est ce qu'on entend là, dans les nouvelles ces temps-ci. Donc, ça va être l'année du vaccin. L'année 2020, l'année du virus. L'année 2021, l'année du vaccin. Les traitements qui s'en viennent. Donc, un gros stimuli qui vient de ce côté-là. Stimuli fiscaux et monétaires, on en a parlé beaucoup, je ne m'éterniserai pas, mais on a pompé beaucoup d'argent dans l'économie, autant du côté du gouvernement par des programmes ciblés et des programmes élargis. Le Canada, d'ailleurs, c'est lui qui en a fait le plus. C'est 16% en niveau de PIB potentiel là, en 2020, donc on en a fait énormément. Et puis à droite, du côté monétaire, là, on aime bien utiliser ce petit cartoon-là de M. Powell, là, le président de la Réserve fédérale américaine. On donne de l'argent à tout le monde, on met de la liquidité dans le système, donc ça supporte les marchés pour 2021. Rappelez-vous, on a fait la même chose du côté des banques centrales après la crise financière de 2008-2009, et puis on a eu des marchés, il y a de la volatilité encore, mais on a des marchés qui sont supportés par la liquidité. On est encore dans cette histoire-là. Donc, ce que ça veut dire pour les consommateurs, ici, il y a plusieurs lignes, là, mais focusez sur celle qui est grise en haut, en pointillé, c'est le taux d'épargne. On a envoyé beaucoup d'argent dans les poches des ménages par des programmes. Ça a fait en sorte qu'on a compensé la perte de revenus. Donc, la ligne rouge, c'est la croissance de la compensation, donc des revenus d'emploi des ménages. Mais le revenu disponible a augmenté, puis ils en ont épargné une bonne partie. Donc, il y a beaucoup d'épargne dans le pipeline, puis il y a de la demande latente. Donc, en 2021, quand on va réouvrir, les gens vont avoir de l'argent à dépenser. Donc, l'économie devrait bien aller en 2021, puis 2022. Donc, c'est un bon vent d'eau qu'on a pour l'économie mondiale. Puis ça s'applique aussi au Canada. Si je peux t'interrompre peut-être, si tu reviens au graphique, est-ce que je me trompe? C'est quand même la première fois qu'on voit ça dans l'histoire moderne, qu'en pleine récession, on a une augmentation des revenus des ménages, augmentation de l'épargne, puis ça, toi, tu dis, ben, c'est tout le support gouvernemental qui explique ça. Oui, puis c'est du jamais vu, et puis c'est ce qui fait que même si on a connu une récession cette année, c'est pas une récession qui est typique. Les ménages ont de l'argent dans leur poche. Bien sûr, il va toujours avoir de l'incertitude. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi qui ne l'ont pas retouché, mais en général, quand on regarde vraiment, là, comme j'ai encore, excusez l'anglicisme, mais le big picture, les Canadiens, comme les Américains, comme la plupart de la population dans les pays développés, ont plus d'argent dans leur poche, et puis ça, c'est de l'argent qui va être dépensé éventuellement au cours des prochaines années. Donc, c'est un bon vent de dos là, pour l'économie mondiale. Les points forts, les points faibles pour 2021, on peut toujours perdre le contrôle de cette deuxième vague-là. La question, c'est, oui, 2021 va être bon, mais d'ici là, est-ce qu'on va courir dans 2021? Est-ce qu'on va ralentir, on va marcher, ou on va tomber en pleine face avant d'arriver en 2021? C'est toujours un risque. Les données, dans le moment, nous disent qu'on devrait s'en sortir quand même assez bien. Mais dans les risques haussiers, vaccin, plus de stimulation, parce qu'aux États-Unis, à Washington, on parle de rajouter encore un petit peu de stimulation là, pour s'assurer de maintenir le marché du travail, plus d'innovation, plus de productivité. Donc, il y a quand même des beaux risques haussiers. Donc, c'est pour ça qu'on voulait passer vite sur l'économie, juste pour vous ramener un petit peu là, vraiment la vue d'ensemble, pour répondre à la vraie question que tout le monde a, c'est où est-ce qu'on investit en 2021? Donc, vous pouvez regarder, puis c'est un commentaire qu'on a souvent, puis avec raison. Là. Dans le moment, le marché semble cher. Là. Dans le moment, le marché semble, entre guillemets, suracheté. Mais une analyse qu'on a trouvée, ça vient de Strategas, une firme de recherche à laquelle on est abonné, dit que quand le marché est autant suracheté, puis ici, l'analyse qu'ils font, c'est qu'ils regardent c'est quoi le pourcentage des titres du S&P 500 qui se transigent au-dessus de sa moyenne 200 jours au niveau du prix. Dans le moment, là, c'est très, très, très suracheté. C'est 93%. Mais c'est sûr, la moyenne 200 jours, ça inclut tout l'épisode de la COVID. Donc, c'est pas difficile d'être au-dessus de la moyenne 200 jours dans le moment. Mais quand on a ça, les probabilités d'avoir des rendements positifs sur un horizon de 12 mois, puis le 12 mois, ça commence à couvrir pas mal la majorité de 2021, c'est très, très, très élevé. Mais en fait, c'est là que tu as le plus de chances d'avoir des rendements positifs au cours de la prochaine année. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des rendements exceptionnels. Ça veut dire des rendements positifs
positif. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite sans volatilité. C'est sûr, à court terme, on pourrait avoir des prises de profit, on peut avoir du brassage de soupe, mais quand même, un marché comme ça veut dire qu'il y a beaucoup de titres qui participent, puis habituellement, c'est un signe de force pour les marchés et non un signe de faiblesse. Justement, Et la ça, question... c'est important. Là, je Oui, t'interromps, mais ça, c'est important parce que là, on compare souvent là, au dot-com à la fin des années 90, mais à l'époque, c'était concentré, c'était juste quelques oui, titres qui faisaient que le marché faisait de nouveau. Toi, tu oui. dis que le fait qu'on a 93 là, des titres qui en jugent au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, c'est un signe de sain, ça veut dire qu'il y a de la profondeur, donc c'est un bon signe, c'est ça que tu Oui, as. exactement. Dans la fin des années 90, il y avait des compagnies aussi qui ne faisaient pas beaucoup d'argent, qui faisaient bien, donc il y avait du risque. Mais justement, ça m'amène la étape suivante. Si on commence par la droite, si vous voyez, les rendements depuis le début de l'année, puis ce graphique-là, je l'aimais bien, il date du 9 novembre. Là. Le mois de novembre a été très fort, comme vous savez. On avait les titres, ce qu'on appelle les FANG, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, il faut ajouter Netflix aussi là-dedans. On a poussé de presque 50 depuis le début de l'année. Mais quand on regarde la petite ligne bleue en bas, c'est les autres 495 compagnies, ben, ils n'avaient pas fait grand-chose depuis le début de l'année. Donc là, en fin d'année, surtout depuis le début du mois de novembre, on voit là, un leadership qui s'étend. Ces compagnies-là commencent à pousser. Donc maintenant, si vous cherchez des bonnes occasions, les gestionnaires actifs, bon, ben, il y a plein de bonnes occasions, il y a plein de bonnes compagnies qui ont été laissées pour compte pendant l'année parce qu'on ne savait pas trop c'était quoi les perspectives pour 2021. Et puis là, on voit des occasions, puis c'est là qu'on voit ce qu'on appelle le style valeur commencer à pousser. Je vais vous en parler en détail dans quelques minutes du style valeur, mais d'avoir autant de compagnies comme ça qui étaient laissées pour compte, qui commencent à prendre du leadership. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez avoir un indice qui peut-être ne fera pas de feu d'artifice, mais au moins, c'est comme une bonne vague de fond qui le pousse plus haut. Parce que quand on regarde à gauche, les multiples, ce qu'on appelle les price earnings, donc les prix sur bénéfice, le ratio, on a l'air d'être aussi cher quasiment que la fin des années 90, mais c'est beaucoup parce qu'il y a des grandes compagnies de technologie qui sont là. Les grandes compagnies de technologie maintenant font beaucoup d'argent, mais un bon exemple, Amazon fait beaucoup d'argent, mais on fait peu de profits parce qu'on réinvestit tellement massivement les profits pour la croissance que le ratio prix sur bénéfice, peut-être pas la meilleure mesure pour regarder ces titres-là. Ça serait peut-être le prix sur ce qu'on appelle les cash flows, donc combien d'argent qui rentre dans la compagnie. Donc, ça vient un petit peu biaisé. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de regarder c'est quoi la profondeur du marché. Puis, dans le moment, la profondeur est assez bonne là, du côté américain. Ça, c'est pour les actions. Nous autres, notre job, c'est de faire de l'allocation d'actifs. L'allocation d'actifs, c'est toujours un jeu relatif. Donc, les actions, c'est une chose. Il y a les aspects géographiques, mais il y a les classes d'actifs aussi. Les classes d'actifs, on compare l'équité versus le revenu fixe. C'est une grosse partie de notre travail. Après ça, il y a beaucoup ça se décline en plusieurs aspects, sauf que c'est le gros morceau de notre travail. Ici, juste une analyse. La prime de risque du S&P 500, la ligne bleue. Vous pouvez me demander c'est quoi cette affaire-là? C'est un peu l'inverse du ratio cours-bénéfice. Donc, le pourcentage qu'on voit, c'est, mettons que vous achetez une compagnie, que l'action se transige à 100$, puis que la compagnie fait 10$ de profit par année. Ce qu'on va dire, c'est que la compagnie elle a un rendement sur ses bénéfices de 10%. Donc, elle fait 10$, puis vous avez payé 100$ pour avoir une part de cette compagnie-là, puis toucher 10$ de bénéfices par action. Donc, on compare ça au taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est la même chose. Quand vous achetez une obligation, c'est quoi le rendement qu'elle va me donner, cette obligation-là? Bon, ben, quand on compare le rendement en termes de bénéfices qu'on a du côté des actions à celui des obligations, bon, ben, vous avez la prime de risque, la ligne bleue qui est là. Puis quand c'est élevé, ça veut dire que les actions sont intéressantes comparativement aux obligations. Puis quand c'est basse, ça veut dire l'inverse. Comme vous remarquez, dans le moment, la ligne bleue à droite, on est encore relativement élevé. Donc, les taux d'intérêt qui sont si bas que ça fait en sorte que les actions sont intéressantes comparativement aux obligations. C'est ce que ça veut dire. En 2021, cette ligne-là, on s'attend à ce qu'elle baisse. Pourquoi? Parce qu'on voit la relation qui est assez serrée avec la ligne grise, qui est l'indice d'incertitude des politiques économiques. Donc, je serais prêt à affirmer qu'avec M. Trump qui s'en va, M. Biden qui arrive, probablement que ça devrait enlever un petit peu l'incertitude du côté des politiques économiques. Donc, si on a une prime de risque des actions qui diminue, ça veut dire soit que les actions font bien, soit que les obligations vont un peu moins bien, ou un mélange des deux. Donc, on se dirige vers un environnement 2021 où que la trame de fond favorise les actions comparativement aux obligations.
Peut-être juste avant de changer, avant que tu nous parles des taux, rester sur. Fait que toi, ce que tu dis, c'est que, étant que le niveau des taux est très, très faible, bien, à ce moment-là, le marché boursier, si on voit ce modèle-là, le equity risk premium, ben oui, si tu regardes le ratio courbe-bénéfice, à première vue, 23, 22, 23 fois, ça a l'air cher, mais avec des taux aussi faibles, ben, quand tu le mets en proportion, ben, c'est encore attrayant. Par contre, c'est aussi faut surveiller un peu l'incertitude politique, mais des politiques économiques. Mais là, on n'a plus Trump qui pouvait décider sur un tweet à 11 heures du soir de mettre des tarifs sur la Chine ou le Canada, ça fait la même. Fait qu'avec Biden, il y aura peut-être du protectionnisme, mais il va être bien plus prévisible. Il va se mettre avec l'Organisation mondiale du commerce, il va y aller plus avec les règles du jeu du multilatéral. Fait que ça devrait aider en 2021, là, Oui. une réduction de l'incertitude. Donc, ça, c'est des bancs de dos en facteur favorable, c'est ça que Oui, tu dis. tout à fait. Puis Ah, la liquidité des OK. banques centrales, comme je mentionnais avant, ça tient les taux d'intérêt bas. Et puis la liquidité, elle va toujours quelque part, elle s'en va vers les actions. Donc, ça fait en sorte que les taux d'intérêt qui sont bas ont du potentiel à augmenter. Donc, ça, c'est un vent de face pour un portefeuille obligataire. Puis, ça aide les rendements, là, puis les perspectives de rendement du côté des actions. OK. Fait que parlons des taux d'intérêt, je t'écoute. Ouais. Les taux d'intérêt, regardez, depuis qu'on a des nouvelles sur les vaccins, là, ça fait quelques lundis consécutifs qu'on a des nouvelles sur les vaccins. Ben là, on voit c'est poussé lentement à la hausse, mais on voit quand même qu'il y a une tendance qui est prise à gauche chez les taux 10 ans américains. On voit que les taux ont tendance à s'en aller tranquillement vers le seuil de 1 Ça fait un bout qu'on n'a pas été à 1 sur les taux 10 ans américains, mais on se dirige vers là. Puis bien sûr, vu que les banques centrales gardent les taux courts bas, ce que ça fait, c'est que ça fait une pontification de la courbe. Donc, c'est ce qu'on voit à droite, les 2 ans versus les 10 ans américains. Puis la courbe, c'est un morceau qui est important dans toute stratégie parce que vous entendez beaucoup parler du style croissance versus le style valeur. Puis ce qu'on sait historiquement, c'est qu'une courbe qui a tendance à se pontifier, le meilleur exemple, c'est les banques. Ça a tendance à aider leur perspective de revenus. On sait qu'ils empruntent court puis ils prêtent plus long, donc des taux d'intérêt qui sont plus élevés à long terme qu'à court terme, bon, ben, ça augmente leurs profits. Donc, on a tendance à avoir une surperformance du style value versus le style growth quand que la courbe se quantifie. Puis regardez à gauche, hein, ça c'est pour le marché mondial, le MSCI Monde, le style valeur versus croissance, là, depuis 10 ans, ça a été une ligne directement vers le bas. Puis là, récemment, c'était la meilleure surperformance du style valeur versus le style croissance depuis 2009 qu'on a vécu dans les dernières semaines. Puis regardez juste, je ne sais pas si on voit mon curseur, là, mais juste le petit bout qui a rebondi à la fin, c'est presque rien. Donc, il y a encore de la place. Il y a encore beaucoup de place. Ça ne veut pas dire que le style croissance est mort et que c'est le style valeur qui va prendre toute la place. Si vous regardez à droite, là, les compagnies de technologie et de santé qui sont classées comme valeur, à droite, c'est les profits. Là. Si vous voyez depuis 2010 la tendance des profits à la hausse, ce n'est pas spéculatif, l'argent qui est allé dans le style croissance, c'est parce qu'on fait beaucoup d'argent de ce côté-là. Mais il y a peut-être le temps de peut-être prendre des profits sur ces compagnies-là, puis commencer à aller plus du côté valeur, puis ça donne un bon air d'aller au marché si on peut avoir une cohabitation de ces deux styles-là, mais on continue de penser qu'en 2021, quand l'année va être finie, on devrait avoir vu une surperformance là, du style valeur versus le style croissance dans les marchés. Puis ça a des implications assez importantes aussi pour l'allocation géographique du côté des actions. Si vous regardez depuis 10 ans, ce n'est pas un hasard, à gauche, c'est les marchés émergents, puis le Canada, ça serait un peu la même idée. Puis à droite, c'est l'Europe. Si vous regardez, depuis 10 ans, ça a été une sous-performance marquée, massive là, des marchés émergents et puis de l'Europe versus les États-Unis. Même à droite, c'est des données qui datent de 100 ans en Europe. Si vous voyez comment on a sous-performé. Donc, si on s'en va vers une surperformance du style valeur, ça veut dire que nous, ce qu'on applique dans nos portefeuilles, puis ce qu'on vous conseille, c'est de vous diversifier à l'extérieur des États-Unis. C'est le temps d'acheter plus du Canada, de l'Europe, des marchés émergents dans un portefeuille d'actions. Ça ne veut pas dire qu'il faut se tenir loin du marché américain, sauf que ce n'est pas là qu'il faut mettre notre surpondération en 2021. C'est parce que là, ce qu'on se dit, c'est qu'aux États-Unis, disons que les titres croissance sont beaucoup plus importants dans l'indice que ce qu'on peut retrouver en Europe, Clairement. où on va retrouver beaucoup plus d'institutions financières, entre autres, puis de SLIC, les titres les fameux FANG, là, qui sont des titres américains, puis qui, dans le fond, ils ont ramassé une bonne partie de la part du marché à travers la planète. Fait que donc, c'est ça. Fait que donc, s'il y a une rotation, le vaccin semble faire en sorte, là, on l'a vu avec Zoom là, cette semaine encore,
des excellents résultats. Puis là, le titre baisse parce que la croissance commence à vouloir décélérer, même si c'est des bons chiffres. Donc, c'est ça. Et c'est assez incroyable, hein, quand tu regardes tes graphiques, c'est pas sur 2, 3 ans, c'est des affaires sur 10 ans, des affaires comme l'Europe que tu n'as jamais vues. Donc, Oui, intéressant. Je te oui, oui, laisse oui. poursuivre pour peut-être, le Moi, temps juste passe vite, un résumé, puis après, on va parler un ouais, peu des solutions gérées pour vos oui, questions. faut aussi regarder les deux, tu sais, 0 à 6 mois, le tactique puis stratégique à droite, 6 à 18 mois. C'est à peu près tout pareil, à l'exception qu'à court terme, on commence à être un petit peu plus prudent sur les actions. Donc, on recommande d'être plutôt neutre action, mais vraiment à court terme, parce que oui, on continue de penser qu'il y a des perspectives intéressantes à court terme et tout, mais quand on est suracheté comme là, des fois, on peut avoir une surprise qui nous arrive. Puis vous savez, on l'a vécu récemment, les marchés vont vite, hein. Quand le marché décide de changer d'idée, il peut corriger très vite. Puis après ça, quand il décide que la correction est finie, ben, il rebondit très vite. Donc, juste pour éviter de tomber en fin d'année ou en début d'année dans une situation un peu plus difficile, un peu plus neutre du côté des actions, avec une sous-pondération des actions américaines. Et puis, mais si on regarde un horizon plus loin, surpondération des actions, mais en favorisant l'international, puis le Canada plutôt que les États-Unis, c'est pas mal notre stratégie. Et puis d'être moins exposé aux obligations, le moins exposé possible, parce qu'on voit des taux d'intérêt faibles, donc c'est pas très payant, puis des perspectives de hausse de taux. Donc, ça fait le tour pour ces deux sujets-là. Le point sur les solutions gérées IA maintenant, je pense que c'est un bon temps, fin d'année, de regarder où est-ce qu'on en est. Et puis surtout, comment les différencier? Parce que c'est des questions qu'on a souvent. J'ai amené ici les 4 principales familles de fonds distincts. Il y a des fonds mutuels qu'on gère aussi du côté de Clarington, mais on va se focusser aujourd'hui sur les fonds distincts. Les fonds distincts, fonds diversifiés, vous les connaissez depuis longtemps. Donc, c'est les premiers fonds qu'on a pris la gestion quand on est arrivé justement en 2013. On en parlait tantôt. C'est des fonds canadiens. C'est des fonds, il n'y a aucun gestionnaire externe, c'est que des collègues IA qu'on a dans ces fonds-là. C'est une gestion qui est très tactique. On garde environ aux alentours de 15 à 20 des fonds qui sont investis en fonds négociés en bourse et puis des fois aussi en produits dérivés, dépendamment des stratégies qu'on met en place. Mais c'est des fonds où est-ce que toutes les idées qu'on va avoir, vous allez les retrouver là-dedans. Donc, on est très actif dans les fonds diversifiés, mais c'est des fonds qui sont canadiens. Si vous regardez les 3 autres familles de fonds qui sont là, c'est des fonds qui sont mondiaux. Donc, les fonds diversifiés se distinguent par l'aspect très tactique et puis par leur côté canadien. Je pense que tu peux mettre des matières premières également, hein, des commodités dans les fonds. Oui, oui, oui. L'or est un morceau important en cours d'année. Donc, puis on investit aussi justement dans des ressources naturelles directement via des fonds négociés en bourse quand on trouve le thème bon. Donc, toutes les meilleures idées qu'on a se retrouvent dans les fonds diversifiés. Les fonds d'allocation d'actifs mondiaux se distinguent principalement par la présence d'actifs alternatifs. On a une cible d'environ 15 d'actifs alternatifs. Cette année, ça a été une bonne classe d'actifs. Ça a été payant, ça a été peu volatile, donc ça les a aidés. On fait de la gestion tactique via des fonds négociés en bourse aussi. Et puis, on a des gestionnaires internes et externes. Donc là, on commence à s'élargir un peu vers l'externe avec les fonds d'allocation d'actifs mondiaux. Donc, ça, c'est les deux fonds qui sont liés ensemble, disons. Après ça, fonds sélection, fonds focus, c'est les deux séries de fonds sur lesquels j'ai les mandats de gestion. Fonds focus a été revampé complètement en 2019 et puis les résultats depuis qu'ils ont été revampés sont très bons. On visait d'avoir des fonds qui étaient idéalement deuxième quartile, mais quand on a une mauvaise année, d'être dans le haut du troisième quartile, puis c'est exactement là qu'on se situe pour le moment. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, mais en près de 18 mois, l'expérience est bonne. Je vais revenir là-dessus. Les fonds sélection, eux, c'est des fonds qui avaient besoin d'être revampés au point de vue stratégique. On avait des fonds qui n'étaient pas tous cohérents versus des catégories avec les pairs. On avait des fonds qui avaient quelques petits problèmes d'enlignement quand on les comparait dans Morningstar, par exemple. Donc, on les a retravaillés, puis ils ont été revampés eux aussi complètement. Donc, je vais parler de la version revampée. Les dernières transactions pour les revamper, c'est arrivé en fait le 27 octobre à la fermeture 2020. Là, donc, ça fait un mois et quelques. Donc, maintenant, on a des fonds mondiaux concentrés. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va limiter le nombre de gestionnaires qui sont là-dedans à environ 6. On vise à avoir 6 gestionnaires, pas plus que ça. Puis, ils s'appellent des fonds sélection. Donc, ça va être la sélection des meilleurs gestionnaires en termes de performance. Donc, les gestionnaires qui performent le plus se retrouvent là. Si on a des gestionnaires qui se mettent à moins performer, c'est sûr que ça ne sera pas instantané, mais il y a un processus en place pour
pour garder seulement une sélection des gestionnaires les plus performants qu'on a sur la plateforme. Gestionnaire interne et externe, on a fait de la place pour Fidelity, le gestionnaire Will Danoff, et puis pour Loomis Sayles du côté des obligations. C'est une gestion qui est stratégique dans le sens qu'on regarde 6 à 18 mois devant, c'est ce que je vous montrais dans le tableau précédent, mais il y a des mouvements tactiques qui sont opportuns. Donc, si on voit des reculs de marché massifs, si on voit des risques d'avoir des grandes corrections, bien, si on est dans le creux du marché et qu'on veut s'investir rapidement, donc des mouvements tactiques qui sont opportuns, là, on va faire des mouvements, sauf que sinon, on va avoir une tendance à regarder 6 à 18 mois devant et s'assurer qu'on est toujours bien positionné pour ça. Puis, on ne fait pas ça avec des fonds négociés en bourse, ça se fait avec des produits dérivés quand on en a besoin, mais le but, c'est d'être investi dans nos gestionnaires. Les produits dérivés, c'est pour gérer la liquidité. Parce que quand on est arrivé au mois de mars, février-mars, dans les fonds de sélection, les enjeux de liquidité étaient assez importants. C'est ce qui a fait qu'ils ont sous-performé un peu les autres paires, les autres familles de fonds à ce moment-là. Fonds Focus, c'est des fonds mondiaux rebalancés mensuellement. Cette année, ça a été une bonne chose de rebalancer mensuellement. Même on faisait des rebalancements opportuns pendant le mois de mars, là, mais toujours rebalancés mensuellement. Gestionnaire interne et externe, c'est une gestion passive de l'allocation d'actifs. On n'ira pas plus pesant en action ou moins pesant en action. C'est passif, mais on suit les gestionnaires de près. On veut toujours avoir le meilleur choix de gestionnaire, puis on fait des changements en termes de poids des gestionnaires à l'intérieur des classes d'actifs au besoin, mais on n'utilise pas de fonds négociés en bourse, puis pas de produits dérivés. Donc, je dois essayer de les simplifier comme ça. Oui, je pense que c'est très bien présenté. Je pense que c'est la première fois, là, je pense que je vois ce tableau-là présenté, puis je pense que pour les gens qui nous regardent, nous écoutent, là, démêler ça, selon que je pense que c'est très, très bien expliqué. Le temps passe vite. Peut-être juste dire qu'est-ce que ça a fait les fonds en termes de performance. On va aller aux questions. Puis l'idée de faire des fonds comme ça différents, c'est s'assurer qu'ils ne se comportent pas tous de la même façon. Si à un moment donné, on se trompe, on ne peut pas se tromper partout. Puis 2019, c'était une année intéressante parce que l'année était tellement calme que si vous regardez tous les rendements qui sont là, chaque couleur, c'est une famille de fonds, ben prenez des paires côte à côte, n'importe où, puis vous vous rendez compte, bah, c'est pas mal toute la même affaire, ces fonds-là. Mais 2020, c'était une année qui avait de la volatilité. Puis là, on a de la différence entre les familles de fonds. Les fonds diversifiés, avec tous les outils qu'on a là-dedans, on a tiré notre épingle du jeu très bien depuis le début de l'année. On a pu être très agressif pour protéger le portefeuille à la baisse et puis pour replonger dans le marché quand on pensait que le creux était derrière nous. Donc, fonds diversifiés, une très bonne année. Fonds d'allocation d'actifs mondiaux, on a fait des bons mouvements aussi, mais les actifs alternatifs ont été très payants pour donner une stabilité au portefeuille. Les fonds focus, si je vais en bas à droite, les rebalancements qui étaient opportunistes font en sorte que lui qui a le meilleur rendement 2020 sur le tableau, c'est le focus prudent. C'est le plus prudent de la gang, c'est lui qui a un bon rendement parce que les rebalancements qu'il faisait pendant le recul en début d'année ont été opportunistes. Donc, tant mieux. On est bien content du résultat. Les fonds sélection, avec la liquidité qui était plus difficile, ont pris un peu de recul en début d'année. Depuis qu'on les a revampés, ils ont plusieurs bons mois. Là. Quand on les a refont, c'était en fin octobre, mais on avait commencé en cours d'été. Puis depuis qu'on a commencé le processus, on a réussi à revirer le bateau de bord. Donc, on a du chemin rattrapé, mais quand même, la liquidité était plus pesante. Puis là, quand on regarde 2021, on va avoir seulement les meilleurs gestionnaires à l'intérieur, donc ça devrait les aider aussi. Donc, ça vous donne un portrait là, de comment est-ce que les différences se matérialisent en termes de rendement. Donc, je vais vous laisser ça là. Je ne commenterai pas tous les chiffres qui sont là, mais c'était pour donner une bonne idée là, du portrait après presque la fin de l'année 2020. Très bien fait ça. Donc, merci. Tu nous as résumé au niveau de l'économie là, rapidement qu'est-ce qu'il en était. Au niveau de l'asset mix, où qu'on devrait être en 2021 pour l'argent, puis aussi démystifier un peu là, parce qu'il y a tellement de différents fonds. Puis là, ce que tu dis, tu as une solution gérée, bien, il y a cette combinaison de décisions entre la performance des gestionnaires, que ce soit interne et externe, ou aussi des décisions d'asset mix, mais il y a des fonds que c'est plus tactique et d'autres qui sont plus passifs, donc ça l'explique, mais je pense que ça a fait un très bon tour. On a des questions, on va se donner, on va aller en overtime, là, excuse, en surtemps. On va se donner peut-être un 10 minutes au niveau des questions, les questions rentrées. Je vais commencer avec, il y a Louis Lorrain qui dit, est-ce qu'avec la hausse des taux à long terme, ça va nuire à la portion revenu des fonds diversifiés, donc la portion fixed income, que ce soit les fonds diversifiés ou les solutions gérées? Qu'est-ce qu'il y en est? Puis peux-tu nous parler de ça, l'impact des hausses de taux long terme sur les fonds?
Oui, je vais commencer par saluer Louis, qui est un partenaire de longue date. Donc, bonjour Louis. Oui, c'est sûr qu'on va avoir un vent de face du côté des obligations en 2021. Cette année, ça a été très bon. On a encore des rendements, même plus obligations longues. Là, c'est alentour de 10 peut-être même plus. Il faudrait que je vérifie aujourd'hui où est-ce qu'on en est. L'année prochaine, en 2021, il faut s'attendre à des rendements qui vont être moindres. Ça prend toujours quand même des obligations dans un portefeuille parce que quand il y a de la volatilité dans les marchés, tu es content d'avoir des obligations. Donc, notre stratégie à nous, ça va être d'être sous-investi en obligations avec une durée courte pour se protéger de ces mouvements-là de hausse de taux d'intérêt, mais ça ne veut pas dire pour autant que si on pouvait, qu'on aurait 0% d'obligations dans un portefeuille, ça en prend pour de la diversification. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut faire attention quand on diminue la durée d'un portefeuille. Souvent, ce que ça veut dire, c'est que on va plus dans les obligations corporatives. Les obligations corporatives, il y a du risque de crédit là-dedans. Donc, il faut faire attention aussi. Il n'y a jamais rien de gratuit. Là. Si on veut diminuer un risque, souvent on en embarque un autre. Donc, une diversification saine avec un bon mix d'obligations dans un portefeuille, sous-pondéré, mais quand même une bonne représentation. Je pense que ça demeure une formule gagnante là, pour 2021. Okay. Je répète aux gens que j'ai oublié de le mentionner au début. Vous avez des questions pour Sébastien, que ce soit sur l'économie, la stratégie d'allocation d'actifs pour 2021 ou le point sur les solutions gérées, d'utiliser le chat, la boîte de dialogue. En attendant, j'ai Louis qui a demandé une deuxième question. Qu'est-ce qui explique la baisse de l'or américain face au dollar canadien? Là, on a vu récemment, je pense que l'euro est rendu au-dessus d'une 20. C'est depuis l'élection de Biden. Comment tu vois ça? Il y a plusieurs choses. Le dollar américain a été très, très, très fort pendant plusieurs années. Puis l'administration Trump a eu des bons côtés pour l'économie, mais là, les gens commencent à regarder beaucoup ce qu'on appelle le twin déficit en anglais, donc le déficit budgétaire puis le déficit commercial que les États-Unis ont qui est structurel. Là. On a un déficit commercial qui est structurel, puis le déficit budgétaire commence à être assez élevé, même qu'avant la pandémie, si vous vous rappelez, on parlait qu'on n'avait jamais vu un déficit aussi élevé, une dette, un déficit annuel aussi élevé, puis une dette montée si rapidement quand on était plus ou moins au plein emploi. Donc là, on commence à regarder ça, puis c'est sûr que ça enlève l'intérêt pour le dollar américain, mais aussi l'économie mondiale devrait bien aller en 2021. Quand on a une économie mondiale qui va bien de façon large, ça fait en sorte que le reste de la planète devient intéressant pour les investisseurs. Donc, on a tendance peut-être à sortir des billes des États-Unis puis aller ailleurs. Donc, ça met de la pression à la baisse sur le dollar américain. Donc, tout ça qui arrive en même temps, si on dit les vaccins sont arrivés à peu près quasiment en même temps que l'élection. Donc, 2021 devrait aller bien partout sur la planète. Donc, c'est cet aspect-là. Une économie mondiale qui va mieux fait en sorte qu'on se diversifie et qu'on va ailleurs. Et puis, l'arrivée de M. Biden aussi. Peut-être que ça veut dire on va être plus enclin à stimuler l'économie. Puis, n'oubliez pas qu'il a nommé, il a donné la nomination de Janet Yellen au Trésor. Puis, Mme Yellen, c'était elle qui était à la Banque centrale il n'y a pas longtemps, à la Réserve fédérale. Puis, c'était elle qui disait le monétaire ne peut pas tout faire. Le fiscal, va falloir qu'il fasse sa part. Puis là, c'est elle maintenant qui gère le fiscal. Donc, il faut s'attendre à ce que des packages de stimulation fiscale puis de l'aide, on en ait plus. Donc, peut-être que ce que je décrivais tantôt, là, le déficit pourrait demeurer présent. Donc, c'est plusieurs facteurs qui font en sorte que le dollar américain, qui était déjà cher, peut-être des vents de face qui s'installent, puis on continue, nous, de penser qu'on devrait le voir s'affaiblir encore, puis que l'année 2021 devrait être bonne pour le dollar canadien et puis probablement pour l'euro aussi. OK. Autre question. Croyez-vous que l'inflation pourrait s'accélérer dans les prochaines années et quelles en seraient les répercussions? Tout à fait. L'inflation, c'est sûr qu'elle peut s'accélérer parce qu'elle est très basse dans le moment. Ça, c'est sûr. L'inflation, je ne pense pas qu'on la voit monter à du 4 puis que ça devienne un problème. Là. Ceux qui ont peut-être un peu plus de cheveux gris, s'ils se rappellent l'inflation des années 70-80, on ne se redirigera pas vers ça dans les prochaines années. Mais on va voir du protectionnisme encore. M. Biden, c'est pas M. Trump. Ils ont des styles complètement différents. Mais ce matin, on lisait des entrevues qui ont été données hier par M. Biden. Puis, il parlait qu'à court terme, du moins, il ne changera pas les ententes avec la Chine. Il n'enlèvera pas les tarifs qui ont été mis sur la Chine. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas, mais il dit dans le moment, à court terme, il n'a pas l'intention de le faire. Puis, il parlait aussi c'est pas Make America Great Again, c'est Invest in America First. Donc, ça sonne protectionniste encore. Donc, du protectionniste, ça va dans le sens contraire de la mondialisation, puis ça crée des hausses de coûts.
ça c'est sûr. Aussi, là, on l'a vécu avec la pandémie. Il va probablement avoir des leçons qui vont être prises de ça. On va peut-être travailler différemment maintenant. On va peut-être mettre des mesures de restriction sur les contacts humains. Comment est-ce qu'on travaille dans les usines? Il y a peut-être ces éléments-là. Puis quand on change ça, bon, ben, ça fait une pression sur les coûts qui s'installent. Donc, on pourra avoir un autre vecteur là, qui stimulerait l'inflation. Donc, oui, l'inflation qui s'accélère, mais de l'inflation qui devient problématique dans les quelques prochaines années, pas certain, mais quand on va être rendu en 2023-2024, peut-être qu'on va voir des banques centrales agir différemment. Vous êtes sur mute, M. Gignac. Excusez-moi, merci. Donc, si les répercussions sur l'inflation s'accélèrent, ça pourrait changer l'asset mix. Peut-être que tu introduirais quoi? Des obligations à rendement réel à ce moment-là? Oui, des obligations à rendement réel, on n'a pas ça peut être d'impôts très bien. diversifiés, je crois. Hein? Non, Donc, on n'en a pas. Depuis qu'on est là, depuis 2013, on n'a jamais eu de problème d'inflation élevée, même on avait de problèmes contraires. L'inflation, si je vous rappelle, surtout du côté américain, parce que c'est le marché fort, il faut toujours le regarder en premier, ça a pris jusqu'en 2018 avant que l'inflation dépasse le 2 %. Donc, ça a pris un bon bout de temps. Après la crise, ça a pris 10 ans avant que l'inflation se réinstalle au-dessus de 2 %. Si on commence à voir les perspectives d'inflation s'accélérer, ben oui, les obligations à rendement réel dans la portion fixed income, là, ça serait une bonne chose. De l'inflation, habituellement, c'est bon pour les actions aussi, parce que ça veut dire que la croissance des bénéfices, ben, les compagnies, c'est des bénéfices, c'est des choses qui vendent dans l'économie, donc c'est bon pour eux. Si l'inflation va trop vite, par contre, on peut toujours avoir une peur que, oups, les banques centrales viennent trop vite enlever de la liquidité. Ça, je dirais que ça, c'est pas quelque chose qui est sur notre radar au cours des quelques prochaines années du moins, mais des obligations à rendement réel. Puis, peut-être que l'or aussi, l'or, c'est une bonne protection contre des poussées inflationnistes. Donc, on l'a utilisé pour se protéger contre du géopolitique récemment, contre de l'incertitude de marché. Ben, peut-être qu'elle pourrait refaire son rôle aussi pour protéger contre de l'inflation si on en vient là. Donc, vous voyez, l'idée est suivante, les solutions gérées, il y a un pilote dans l'avion pour chacun des familles de fonds. Selon que c'est plus tactique, ben, il va s'ajouter des choses. Et si ça devient plus stratégique, une accélération de l'inflation, peut-être même que tu peux introduire un gestionnaire d'obligations de rendement réel dans Focus, Sélection. C'est toutes des choses que, dans le fond, que tu pourras regarder, qu'on pourra regarder, je devrais dire, au fil du temps, dépendamment comment les choses en vont. Le temps va vite. Écoute, peut-être une dernière question. Je te demanderais peut-être de revenir à l'acétate précédente. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, c'est une observation. Il aimerait avoir l'acétate. En fait, ça va être disponible sur le site web IA, IA Économie, puisque tous nos webinaires, toutes nos éditions rendez-vous d'automne sont présents là. Et la présentation, les planches, on appelle ça des planches, moi j'appelle ça un slide deck, va être disponible et y avoir accès. Donc, c'est un compliment en même temps. Je pense que c'est une belle remarque et je pense que c'est une des premières fois que les gens voient ça aussi clair que ça. Donc, merci pour ça. Dernière question. Canada, ben, c'est un peu Canada, Nasdaq. Qu'est-ce qui va faire le mieux en 2021? On y va-tu avec le Nasdaq ou on va avec le Canada? Je pense que j'ai un peu répondu, mais c'est pas grave. Je te donne la chance, on va conclure là-dessus. Je vous dirais que si on n'avait pas, n'oubliez pas que c'est une des meilleures années de l'histoire du Nasdaq, malgré qu'on ait reculé énormément en mars. Hein. Si on n'était pas à un niveau, si on n'avait pas monté autant en flèche du côté du Nasdaq, je vous dirais le Nasdaq a toujours tendance, c'est un bon petit billet de loterie, mais j'aurais tendance à penser que les actions canadiennes pour l'année 2021 devraient faire mieux. Mais le Nasdaq, c'est une boîte à surprise, donc on ne sait jamais, mais nous, on va se positionner pour bénéficier d'une réappréciation de la bourse canadienne. C'est ce qu'on va faire. On va s'ajuster en cours d'année, mais c'est ce qu'on va faire. Je pense que ça répond bien à la question. C'était supposé être là, je ne peux pas résister puis passer à côté. On n'a peut-être pas parlé de dollar canadien. Donc, dollar canadien, on a un peu de dollar US, mais peut-être une cible sur le dollar canadien, comment tu vois les choses? Oui, en cours d'année 2021, puis votre opinion aussi est importante, M. Gignac, là, mais moi, de mon côté, je pense qu'on va être au-dessus de 80 sous. Là, je suis assez convaincu de ça. Est-ce qu'on va être capable de se rendre proche de la parité de pouvoir d'achat qui est aux alentours de 83-85 sous? Ça dépend de la vigueur des données économiques. Si
si la campagne de vaccination, on ne connaît pas ça, hein, l'impact d'une campagne de vaccination. Comme quand on commençait, l'année passée, si on avait fait ça en décembre, là, on n'aurait pas su de quoi qu'on parlait quand on parlait de pandémie. Donc là, en campagne de vaccination, si les données économiques sont encore plus fortes, l'économie mondiale va encore mieux, on pourrait monter jusqu'à 85 sous, mais j'aurais tendance à dire entre 80 et 82 sous pendant l'année prochaine, là, ça ferait une bonne cible. Donc, ça fait merci, le temps passe tellement vite. On est déjà complété notre sortant, on est à -20, donc on veut respecter nos engagements ici. C'était un plaisir. Je tiens à te remercier beaucoup pour ta prestation. Merci également pour tout ce que tu as fait. Ça fait quand même, on fait 8 ans, là. Et l'idée, c'est que durant les rendez-vous d'automne de IAGP, le monde ne le savait peut-être pas, mais Sébastien était aussi en backup, s'il arrivait n'importe quoi avec l'Internet et toute la présentation pour appuyer nos collègues gestionnaires. Donc, ça n'aura pas pu être possible sans la complicité et la collaboration de Sébastien. Je retiens à remercier également Jean-Pierre au niveau des TI et ses collègues, parce que c'est eux aussi qui, en coulisses, ont pu faire en sorte que ça a été disponible. Caroline Rodrigue également, qui a travaillé fort au niveau de toutes les invitations, tout ça. Donc, on a eu, ça passe tellement vite, on a eu nos rencontres estivales, vous savez, cet été, on a eu nos rendez-vous d'automne IAGP. J'espère que vous avez aimé la formule, donc peut-être nous en faire part. Qui sait, peut-être on pourrait rééditer au retour des fêtes. Et en attendant, que c'est la dernière, au niveau de notre dernière édition, bien, je vous remercie beaucoup de votre assiduité et de votre participation. On va avoir l'occasion de se reparler parce qu'on enregistre des capsules à chaque semaine. Moi et Sébastien, on parle plutôt d'économie à ce moment-là, aussi un peu des marchés. Et on pourra parler également au retour des fêtes, peut-être faire le point là, au niveau, on fera le post-mortem de l'année 2020 au début janvier, comme on fait à chaque année. Sur ça, on est déjà en décembre, donc on s'approche des fêtes. On va vous souhaiter des joyeuses fêtes. Prenez soin de vous, votre famille. On ne sait pas, ça va être une version 2020, ça va être différent. Donc, sur ça, on vous remercie beaucoup et passez une belle journée. Merci beaucoup. Merci tout le monde.